Bonjour Alexia, Bonjour Laurent. merci pour ta participation au podcast et à la chaîne YouTube de Dorénavant Banous. Avant de commencer et de parler donc de la passion économie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis directrice communication et RSE d'Assure-One, qui est une insurtech, puisqu'on aime bien mettre des mots qui finissent par tech, mais où il se passe quand même des trucs très sympas et c'est pas que du vent. Et à défaut d'avoir une économie, j'ai d'abord des passions qui sont tous les sujets en lien avec la communication, l'innovation, le jardinage, puisqu'on y va aussi, le planning stratégique. Et l'idée, pour moi, c'est de pouvoir donner un peu de mon temps à Banous, qui me fait confiance et je te remercie pour justement aller réfléchir à des sujets, peut-être des signaux faibles qu'on est en train de capter, mettre un peu des mots dessus et voir jusqu'où on peut arriver à théoriser un peu la chose ou tout simplement au moins dire ça existe. Est-ce que ça va devenir un signal fort dans quelques temps? Est-ce que ça va rester à l'état de signal faible? C'est pour ça que j'adore Banous. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux définir ce que c'est que la passion économie? Alors, la passion économie, j'ai fait beaucoup de recherches, tu t'en doutes, puisque le sujet commence à émerger dans certaines communautés, on va dire. Ce sujet, en fait, il a été théorisé en 2020 dans un livre qui s'appelle The Passion Economy. Jusque-là, on est sur quelque chose de très sympa, par Adam Davidson. Donc, l'idée est très simple, c'est de dire c'est l'économie de la passion. Et donc, comment j'arrive, moi, en tant que personne, quelle que soit ma culture, quel que soit mon milieu, quelles que soient mes connaissances, à partir de ma passion, à en vivre et à monétiser du contenu. Il faut l'opposer à, et ça c'est hyper important pour aider un peu à comprendre, à la gig economy. Alors qu'est-ce que c'est que la gig economy? Parce que je vois ta tête et je sais que tu vas me poser la question. La gig economy, c'est littéralement l'économie des petits boulots. Où en fait, des plateformes qui l'illustrent parfaitement bien, c'est Uber, c'est Deliveroo, où là en fait je monétise non pas ma passion, mais mon temps. Plus je vais travailler, plus je vais potentiellement gagner d'argent. Et en fait, on était vraiment, je pense, à un moment très clé du capitalisme où ce nombre de plateformes a explosé. Certaines personnes ont fait fortune, d'autres te parleront d'esclavagisme moderne, tout est entendable. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, plus je vais donner de mon temps, donc c'est vraiment de la productivité, plus je vais gagner ma vie. Avec la passion economy, on revient sur un sujet qu'on a vu avec Banous, c'était ce qui était plutôt le slow content, donc prendre le temps de créer du contenu de qualité plutôt que de créer une multitude de contenus. Là, je prends le temps de partager avec une communauté à laquelle je fais payer des droits d'entrée, un abonnement à avoir en fonction évidemment du besoin, l'accès à une information unique, personnalisée et de qualité, justement parce que ces personnes-là, potentiellement, partagent la même passion. Justement, tu parles de qualité, mais comment tu qualifies la qualité du contenu? Par rapport à ça, justement, pour être sûr qu'il y ait du contenu, puisque un maximum de contenu qui se diffuse sur Internet, c'est ce que je vais appeler la modération par la communauté. D'accord? Plus il va y avoir de personnes exposées à ce contenu, plus derrière, ces personnes vont pouvoir vérifier ou infirmer une information. On le voit avec des fake news, des choses comme ça, qui circulent très vite. Il y a des gens qui se positionnent en disant attention, je connais le sujet, je suis expert ou la communauté peut m'aider. Tu parles un peu des debunkers qui traitent d'un sujet avec souvent des méthodes scientifiques pour infirmer ou affirmer un sujet. Exactement. Okay. Mais aussi cette validation ou infirmation sociale, où en fait des gens vont potentiellement émettre un doute, et là on va se dire, attends, si lui il émet, est-ce qu'on ne peut pas aller vérifier? Mais ça vient questionner, et ça je pense que c'est un des gros sujets de la passion économie, mais même de la création de contenu au global, la notion d'expert. Là où ça devient intéressant aussi, c'est qu'on a de plus en plus de créateurs de contenu au sens des journalistes, donc des personnes qui ont été formées à ce métier, et officiellement qui sont formées à vérifier leurs sources, qui vont prendre la parole sur ce genre de contenu, enfin sur ce genre de plateforme, pardon, pour dire, voilà, je suis journaliste sur de nombreux secteurs, typiquement Adam Davidson, qui a théorisé la passion économie, est passionné et surtout est journaliste sur les sujets économiques. Et donc lui va se positionner comme expert en disant, voilà, je vais vous proposer des sujets qui, comme tout sujet, de toute façon, certaines choses au cours de l'année ou au cours des années qui vont arriver, vont être infirmées puisqu'on sait qu'on apprend en marchant. Et donc, un expert, on le voit, Freud, qui à une époque a théorisé un certain nombre de choses, aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en question ce qu'il a dit. Donc, la notion d'expertise, pour moi, est un temps donné et permet de dire, parce que la communauté a validé, parce qu'on a été capable de recouper avec des scientifiques ou des personnes qui
on arrive à une forme d'expertise de particulier. Et ça, c'est la grande nouveauté. Je ne suis plus expert au sens c'est mon métier. Je suis expert au sens c'est tellement ma passion que justement, je suis capable, avec tout ce que j'ai appris, de vous synthétiser le tout. On pourrait parler de l'effet gourou qu'il en retourne, en fait. Parce que tu disais, tout ça, c'est régulé par la communauté. Et je trouve, et c'est pas un jugement de valeur, que tu le vois du bon côté des choses, en fait. Mais on pourrait le voir de l'autre côté, en fait, de l'œilleton. Comment toi, tu perçois l'effet gourou qui peut en résulter? Alors, par rapport à cet effet gourou, moi, je vais avoir une vision qui est la mienne. Donc, un bout de la lorgnette, tu auras l'autre. Espérons qu'on va réussir à couvrir le spectre entre les deux. Moi, la notion de gourou, justement, elle est assez liée à influenceur. D'accord. Plus que une personne qui a une passion. Parce que par la passion, moi, je vais limiter. C'est-à-dire que je suis passionnée de tech, je suis passionnée de jardinage, je suis passionnée d'astronomie, d'astrologie, de choses comme ça. Et j'ose espérer qu'en fait, la clé n'est pas la personnalité, mais le contenu que je propose et la qualité du contenu que je propose. Sur l'influence, il y a quand même un marketing d'endorsement. Donc vraiment, c'est moi en tant que personne qui te parle d'un sujet. Et donc, avant tout, potentiellement, tu rentres par la porte du contenu via moi. Là, l'idée, c'est que ce soit l'inverse. J'ai envie de m'intéresser à un sujet où je suis intéressée, voire passionnée par un sujet. On va prendre, je ne sais pas, les loutres au Brésil, par exemple. Sujet qui... Il y a beaucoup de complotisme en plus sur ce sujet-là. Mais donc, je vais aller chercher via Google ou via ou des podcasts ou autres, via du contenu. Mais donc, ma porte d'entrée n'est plus qui parle, mais de quoi cette personne parle. Et me permet, moi, de me cultiver, d'aller plus loin dans ma passion et surtout, potentiellement derrière, de créer une communauté d'intérêt autour de ce sujet. Mais t'imagines l'ouverture d'esprit qu'il faut justement pour contrebalancer ça en permanence, se dire qu'est-ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est vrai, comment je peux le remettre en cause, etc. etc. En fait, je trouve ça génial par la quantité plutôt d'informations auxquelles on peut avoir accès, mais en même temps ultra flippé parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Lorsque j'étais collégien, j'allais à la bibliothèque, j'avais pas internet, j'allais à la bibliothèque, je prenais l'encyclopédie Universalis, je regardais ce qu'on me disait à l'intérieur et puis je prenais ça pour argent comptant. Dorénavant, c'est plus le cas. Je vais pas faire le débat d'internet, ça serait beaucoup trop long. Je reviens 30 ans en arrière, même plus. Non, mais en fait, je trouve ça passionnant parce que derrière un sujet relativement simple qui est comment créer du contenu par rapport à sa passion, ça pose plein de questions. Lapsus, peut-être révélateur, problème. Mais voilà, c'est comment on se positionne par rapport à ça. Et je suis assez... moi, je le vois avec un œil peut-être un peu plus pessimiste, qui est que dorénavant, tout le monde va se revendiquer expert en quelque chose. Je vais écrire. En même temps, je vais mettre des liens d'affiliation Amazon pour gagner 2-3 billets. De toute façon, mon auditoire ne captera pas si je suis dans la case influenceur ou dans la case créateur passionné sur une thématique. Et je vais gagner de l'argent. Et Donc basta. toi, tu es la version pessimiste, moi je suis la version optimiste. Viens, on trouve où est-ce qu'on place le curseur. Par rapport à ce sujet-là, il y avait un scientifique qui avait dit il est tout à fait fascinant de voir à quel point, même en arrivant au même résultat scientifique, nous arrivons à des interprétations parfois complètement différentes, voire opposées. Donc il y a toute la subjectivité humaine qui en effet rentre en jeu. Dire qu'un créateur de contenu devient un influenceur parce que le plus important, c'est sa personne, c'est l'argent qu'il va gagner, tout ça, je pense que ça devient très réducteur. Parce que justement, on se rend compte que la communauté, c'est l'or noir de ces influenceurs. Donc, on l'a vu, beaucoup d'influenceurs se sont fait taper dessus parce qu'ils ont commencé à devenir des hommes et femmes sandwich, à vendre tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion par rapport à une ligne éditoriale, par rapport à la communauté. Et plus on va être capable de connaître cette communauté, plus on va arriver à quelque chose de fort. Là où je veux aller un peu plus loin aussi, c'est que je pense que ça va venir complètement changer le rapport des marques, par exemple, avec les créateurs de contenu.
Faire du sponsoring aujourd'hui, ça peut être une très bonne idée pour gagner de l'argent, sauf que si tu te fais sponsoriser par telle ou telle marque, la liberté de parole va être différente. Si tu commences à travailler directement avec des marques que tu fais intervenir dans ton podcast ou sur ta chaîne YouTube, tu vas arriver à quelque chose de différent. Je pense qu'il y a un positionnement aujourd'hui qui est de dire je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle en faisant en sorte que ce soit des gens, des particuliers qui me donnent de l'argent et plus les marques. Et là, pour moi, on est sur quelque chose de très différent. Simplement en se disant, je préfère avoir, et c'est un des gros credos des créateurs de contenu, je préfère avoir 100 ou 1000 abonnés qui me donnent 5 euros par mois, plutôt que d'avoir 100 000 vues sur mes vidéos qui me rapportent quelques centimes. Donc il y a à la fois le choix de sortir des plateformes type Instagram, TikTok et autres qui gavent à chaque fois. Et toi, à la fin, tu sais pas trop combien tu gagnes. Et on le voit, c'est très, très, très abscon la manière dont les influenceurs gagnent leur vie sur ces plateformes-là, pour aller sur des plateformes officiellement beaucoup plus proches et en tout cas beaucoup plus respectueuses du business model de ces gens en disant le contenu d'abord, nous ne sommes qu'une plateforme. Et typiquement, tu citais Substack, pour moi, c'en est un très très bon exemple qui permet à ces gens de dire hop, je deviens indépendant de ces grosses plateformes qui, à coup de publicité ou d'une rémunération très très faible, ne me permettent pas de gagner ma vie, ne me permettent pas de vivre de ma passion. Grâce à d'autres plateformes, justement, je viens créer une alternative. Et là, le but, c'est plus justement de dire je veux du clic, du clic, du clic. Je préfère avoir cette petite communauté, mais ultra engagée, qui me permet de gagner ma vie. Comment toi tu vois évoluer les choses? Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à payer pour avoir du contenu ou ils préfèrent regarder une publicité? Comment toi tu vois les choses? Alors déjà, je note une grande différence entre les Américains et les Français, pour faire de manière assez schématique. Les Américains n'ont aucun problème à payer pour du contenu parce que justement, ils ont cette hyper spécialisation sur certains sujets où voilà, tu peux vraiment t'éclater à suivre des journalistes qui se font un complément de revenu ou juste sont passionnés et veulent le partager à cette communauté engagée. En France, clairement, on n'a pas la culture du paiement ou de l'abonnement pour une information. Le freemium peut être une solution. Voilà, je te donne accès. Typiquement, c'est ce que fait Substack. Quand on te propose, moi, je vais prendre un sujet qui m'a beaucoup intéressé à un moment parce que j'estime qu'on devrait donner des cours là-dessus, les finances personnelles. La plupart d'entre nous, Français, ne savons pas gérer nos finances personnelles. L'investissement, l'épargne, c'est des gros mots pour nous. En plus, il y a trop de syllabes. Et donc, j'ai vu fleurir un certain nombre de créateurs de contenu sur justement ce sujet des finances personnelles. Tu t'abonnes, moyennant je sais pas, entre 5, 10, 20 euros par mois. Et en fait, ces personnes, et surtout Substack par exemple, te permettent de dire attendez, je veux d'abord regarder avant de payer pour quelque chose. Et là, ça vient aussi changer complètement. Il n'y a pas le satisfait ou remboursé, mais il y a l'idée de je veux d'abord regarder et ensuite je vais voir. Et comme tu payes assez peu, je pense que c'est aussi un moyen d'aller fidéliser la personne. Si tu te rends compte que le contenu au bout de 2-3 mois ne te parle pas, si tu as payé 5 euros par mois, tu as perdu entre guillemets 15 euros. Donc, mais ça te permet de te dire, là en fait, je sais qu'a priori, je vais trouver un contenu de qualité puisqu'on me demande en plus de payer pour. Mais je suis d'accord, payer pour un contenu n'est pas encore dans les mœurs, mais j'ose estimer que justement, comme on a des YouTube et autres qui vont potentiellement, et ça c'est ce que disent certaines personnes, devenir un peu des poubelles. Il y a à boire et à manger. Là, comme toi, on va garder ton parallèle avec l'Encyclopédie Universalis. L'Encyclopédie Universalis a été reconnue par ses pairs comme étant source de tout contenu de qualité. On va prendre un parallèle. Tu parlais de l'Encyclopédie Universalis, où tu savais qu'en allant chercher dans ces livres-là, tu allais trouver l'information la plus qualifiée et la plus précise possible. On peut imaginer que moi, aujourd'hui, je veux réviser mon bac ou je veux apprendre beaucoup plus de choses sur l'astronomie. Plutôt que d'aller regarder plein de chaînes et me faire moi-même mon opinion, le fait de payer pour, il y a toujours cette idée de satisfaire ou rembourser. Si on voit que des gens ne s'abonnent pas ou se plaignent parce qu'à partir du moment où il y a un paiement, il y a un engagement, je pense qu'il va y avoir cette régulation dont je parlais plus tôt autour de ce contenu qui, s'il n'est pas de qualité ou s'il est infirmé par des experts ou des journalistes ou des scientifiques ou la communauté, le business model, il va commencer à couiner un petit peu. Pour terminer, est-ce que toi tu penses que c'est un mirage aux alouettes ou il y a quelque chose qui va vraiment se développer?
Alors moi, je pense que comme pour beaucoup de personnes qui veulent devenir influenceurs ou comédiens, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et je pense que c'est sur la durée qu'on va être capable de voir si c'est véritablement un mirage ou s'il y a un vrai sujet. Là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que on a beaucoup parlé de la mondialisation, de la technologie qui sont venus détruire un peu l'économie de masse. Là aujourd'hui, la technologie et la mondialisation permettent à des gens d'aller vivre plus fort et plus loin de leur passion parce que justement, il n'y aura pas la barrière sociodémographique, il n'y aura potentiellement pas la barrière économique, il n'y aura pas la barrière même horaire qui fait que à une époque, tu pouvais toucher un petit groupe de personnes. Grâce à Internet, tu vas pouvoir en toucher un nombre beaucoup plus impressionnant. Donc, je pense que les gens qui ont cette passion-là, la bonne nouvelle, c'est que si c'est une passion qui est un peu chevillée au corps, ils vont tenir sur la durée. Et je crois très fort en cette espèce d'émulation et d'intelligence collective où ta communauté va t'en demander plus, va même être porteuse de questions ou de sujets sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Et les 10 heures de bonne aventure, les gens qui se sont dit « Oh punaise, il y a un petit coup à jouer là, peut-être me faire un peu de fric », je pense que les gens ne vont plus supporter. Tu le vois avec l'exemple du podcast. Il y a un nombre de podcasts qui fleurit chaque mois qui est énorme. Sur la durée, il y en a assez peu qui tiennent la route parce que soit ils se sont dit qu'ils allaient gagner de l'argent et c'est pas le cas, soit ils sponsorisent et c'est très mal vu par la communauté. Les gens deviennent de plus en plus experts aussi du sujet et donc se dire c'est encore une personne qui fait de la pub pour faire du fric, je pense que ça n'est plus entendable. Et je pense que sur une population type passionnée, ça va se ressentir encore plus. Moi, je veux me renseigner sur ce sujet-là. Je veux pas que tu en profites pour me balancer toutes les marques, les machins. En revanche, si je suis passionnée et que tu me proposes cette marque-là, là, pour moi, il y a un super coup à jouer parce que justement, je me dis, cette marque a été testée, retestée, validée par la Fédé, j'ai tout intérêt à y aller. Mais alors là, pour des marques en tout cas qui cherchent de la quantité, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc même la relation avec les marques va être pour moi beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus intéressante. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexia. Je pense que très clairement, on pourrait en parler pendant des heures et ouvrir plein de sujets. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de poser vos questions également et de nous dire si vous êtes d'accord avec nos propos ou pas. Et comme ça, on pourra créer un échange entre vous et nous et ça sera plutôt cool. Merci beaucoup.